Voilà, nous allons pouvoir recommencer sans transition ou presque entre la remontée hypothétique des taux d'intérêt du côté des banques centrales et l'économie maritime et ces décarbonations que nous allons évoquer durant ces 45 minutes. Pardon pour mon retard. Justement, on va essayer de rattraper. On a beaucoup de choses à se dire, de grands témoins. Je m'appelle Clément Le Sort pour celles et ceux qui nous rejoignent. Je suis journaliste économique et très heureux donc de vous accueillir évidemment dans cette seconde journée de cette troisième édition du Forum économique breton. Économie maritime et transport maritime notamment, qui est un maillon évidemment indispensable de nos économies, vous le savez ou pas, en chiffre tout à fait édifiant, 95% de nos marchandises, celles que nous consommons au niveau mondial, sont évidemment à un moment ou à un autre acheminées par bateau. Alors cela a forcément évidemment des conséquences en matière de changement climatique. Les 10 milliards de tonnes de marchandises transportées chaque année, qui représentent 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit un point de plus que le transport aérien. 98 000 navires qui évoluent en ce moment sur nos océans et qui utilisent encore et toujours des énergies fossiles, un secteur maritime international qui est au cœur du fonctionnement de notre économie, vous l'avez compris, basé sur des échanges transcontinentaux de marchandises, ça s'appelle la mondialisation. Et tout comme le transport d'ailleurs aérien international, il a été pendant longtemps assez atone, absent des discussions internationales sur le climat. J'en veux pour preuve tout récemment. La session plénière intitulée « Le marché de l'emploi, le basculement » va commencer d'ici quelques instants dans l'auditorium au rez-de-chaussée. Merci de votre attention. Voilà pour la réclame. Et j'en veux pour preuve effectivement le nouvel échec dans les discussions pour un traité sur la protection de la haute mer au-delà des eaux nationales qui s'est tenu à l'ONU avec des discussions qui sont suspendues pour le moment. De ce fait, donc, les acteurs de ce secteur qui ont fait preuve de beaucoup d'attentisme vis-à-vis de cette question urgente. Aujourd'hui, le vent semble quand même tourner avec une organisation maritime internationale qui fait montre d'une certaine volonté d'agir, on le verra avec nos intervenants, dans la lutte contre le changement climatique, tout comme certains acteurs ou l'ensemble des acteurs de cet écosystème. Des objectifs ont été fixés. Le premier, celui d'améliorer la performance de l'intensité carbone de 40% par rapport à 2008 d'ici 2030, première échéance. Et puis l'OMI qui va ensuite plus loin en prévoyant une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. On en parlera également avec nos intervenants. Victorien Hussard, bonjour. Je commence par vous parce que vous me regardez, c'est très agréable. Ancien coureur au large et officier de marine marchande. Vous êtes le capitaine et fondateur d'Energy Observer. C'est le premier navire propulsé à hydrogène autour du monde, non émetteur de CO2. Et vous travaillez aujourd'hui sur un nouveau projet qui s'appelle Energy Observer 2, qui s'attelle à mettre au point un cargo décarboné. Vous allez évidemment nous en parler largement. Le lab et les grands plateaux vont commencer. Merci de votre attention. Frédéric Ravilly, à Extrême Jardin, vous êtes responsable du relais territorial en Pays de la Loire pour le pôle mer Bretagne-Atlantique, PMBA, un pôle de compétitivité qui rassemble les entreprises, acteurs de la recherche et organismes de formation autour du développement de projets d'innovation dans le secteur maritime. Bonjour Frédéric, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Clément, merci. Erwan Jacquin à vos côtés. Bonjour Erwan, vous êtes consultant expert en innovation et transition énergétique maritime, entrepreneur et chef d'entreprise. Plusieurs expériences évidemment chez des acteurs du transport maritime. Vous travaillez notamment pour le Fonds Impact Océan Capital dédié à la transition énergétique autour du maritime. Et enfin, Corinne Fournier. Bonjour ma chère Corinne, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable projet Croissance Bleue pour la Banque Populaire Grand Ouest. Vous travaillez d'ailleurs pour la double marque, pour être tout à fait clair et précis, associé au Crédit Maritime Grand Ouest, au sein d'Autochtone, la banque d'affaires de proximité pour notre territoire. Et puis vous travaillez pour la marque, la Banque Bleue, qui agit en faveur d'une économie maritime responsable. Donc on est évidemment très content de vous avoir avec nous. Corinne, on va commencer d'ailleurs avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire, croissance bleue, pour l'institution financière que vous représentez? Comment est-ce que vous appréhendez cette notion de croissance bleue? Bonjour Clément, bonjour à tous. Alors déjà, nous, Banque Populaire, on a une situation géographique qui est quand même incroyable puisqu'on a 2700 km de côte et donc forcément, on a un ancrage littoral qui était évident et qu'on a cultivé avec nos deux marques, hein, Banque Populaire et Crédit Maritime, comme vous l'avez dit Clément, Crédit Maritime depuis 110 ans. Donc voilà, on a de l'historique sur ce sujet-là. Et puis la croissance bleue, c'est un de nos axes stratégiques dans notre plan de développement. Et on a organisé pour ça une organisation transverse avec un directeur de filière maritime, qui est Philippe Renaudin, qui est là aujourd'hui, des experts pêche et culture marine, des référents croissance bleue, dont je fais partie,
et qui sont dans le marché entreprise et professionnel, dans toutes nos agences et centres d'affaires, et toujours sur nos deux marques. Et ça, on y tient, parce que ça doit être l'affaire de tous, la croissance bleue. Pas que d'une marque, mais de nos deux marques. Et puis aussi, on a pour pouvoir accompagner la croissance bleue, nous avons aussi des fonds d'investissement dédiés. Nous en avons un qui est notre fonds d'investissement maison, qui est Mère Invest. Après, nous avons des partenariats avec les régions qui sont donc Lito Invest, Breizh Armor Capital, puisque nous sommes en Bretagne, ne pas l'oublier. Et au niveau du groupe BPCE, dont nous faisons partie, nous avons aussi Blue Forward. Et puis, on est en train de créer un autre fonds. Peut-être que Erwan nous en parlera un peu. Voilà. Et puis, on a aussi beaucoup noué de partenariats dans cet écosystème. Parce que c'est beaucoup de la croissance bleue, ça recoupe beaucoup de sujets. C'est l'activité portuaire, c'est la pêche, c'est le transport, c'est la construction de bateaux. Donc, il y a quand même beaucoup de sujets. Et nous, il faut qu'on s'appuie sur des experts. Nous sommes des financeurs, nous ne sommes pas des ingénieurs techniques. Donc, on crée des écosystèmes, on crée des partenariats avec, par exemple, le pôle mer Bretagne-Atlantique, mais parce que Méditerranée, c'est un petit peu loin pour nous. Voilà. Et puis, on fait partie, par exemple, de la coalition au nom des banques populaires. BPEGO représente dans la coalition T2M, qui est pour la transition éco-énergétique maritime, qui est devenue MIT 2050. Erwan pourra aussi nous en parler. Et donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur ces experts pour pouvoir accompagner au mieux, que ce soit en fonds propres, mais aussi en financement, je dirais, moyen terme, court terme. Et pour ça aussi, on a un financement dédié en innovation qu'on utilise, qui est garanti par l'Europe et qui permet d'accompagner les projets croissance maritime à un stade, je dirais, de développement pour financer du temps homme, là où souvent les porteurs de projets ont du mal. Mais tout en nous appuyant sur nos experts pour valider la faisabilité. C'est important ce que vous dites, Corinne, parce que finalement, vous rappelez l'intérêt ou la pertinence de votre présence tous les quatre sur cette scène aujourd'hui, c'est-à-dire une bonne connaissance et un ancrage sur le territoire, ça on le sait évidemment de votre institution, mais le besoin de s'adosser à des experts, à des chercheurs, des pôles de compétitivité, c'est vraiment ça le sujet, et c'est comme ça que ça va marcher, la décarbonation ? C'est comme ça que ça va marcher, c'est comme ça qu'on a des contacts avec un très grand nombre d'intervenants. On peut citer, par exemple, dans le transport vélique, parce que je pense qu'on va en parler beaucoup, Zéphyr et Boré, qu'on connaît bien, qui est à Lorient. Après, on n'est pas que sur ces sujets, je dirais, véliques, on est sur d'autres sujets aussi, qui est lié aussi aux sciences, notamment sur les algues, il ne faut pas les oublier, et sur tout ce qui est le transport avec des FOL, puisqu'on a on intervient dans certaines entreprises locales. Mais oui, pour nous, c'est quelque chose d'important et on y tient beaucoup. Et notamment notre directeur général adjoint, qui est quelque part dans la salle. Je sais que c'est Je salue Bruno, bien sûr, qui est avec nous. Je sais que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Bruno Pin, très attaché évidemment à ce sujet, on a bien compris. Puis des outils, vous les avez évoqués, on pourra revenir dessus dans le détail, des outils de financement pour accompagner bien sûr la création et l'innovation, le développement. Erwan Jacquin, peut-être vous adresser aussi ce sujet que j'évoquais en introduction, sur la décarbonation, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes optimiste sur l'idée qu'on puisse être aujourd'hui à l'aube d'une véritable révolution, notamment du transport maritime, ou est-ce qu'on est très en retard, on a encore des raisons d'être préoccupés, inquiets ce 1er septembre 2022 ? Bonjour à tous. Donc, je pense qu'on peut être inquiet malgré tout, mais ça ne doit pas nous tétaniser. C'est-à-dire que cette inquiétude, elle doit nous forcer à agir, et agir de façon la plus intelligente et efficace possible. Vous le savez, donc, il y a une réglementation internationale qui va rentrer en vigueur dès 2023. Le maritime va rentrer aussi dans la taxonomie européenne sur les émissions de CO2, ce qui a été exclu. C'est des centaines de millions, voire milliards qui vont être payés par les armateurs dans les années qui viennent en termes de taxes CO2. Donc voilà, donc c'est des enjeux qui sont majeurs. D'un point de vue technologique, il y a des solutions qui existent ou qui sont en développement. Celles qui existent aujourd'hui sont chères, difficiles à mettre en œuvre, et celles qui n'existent pas, il faut les développer. Donc tout ça, c'est encore très compliqué. Et puis pour ceux qui, je vais faire un petit parallèle avec la voiture, certaines voitures sont passées à l'hybride, d'autres à l'électrique. On voit que c'est pas si simple tous les jours.
Quand on veut partir loin, c'est difficile. Nous, les bateaux, ils partent loin, ils font le tour du monde, ils font Europe-Asie. On n'a pas de station-service au milieu de la mer. Il y a beaucoup, beaucoup de contraintes. Donc, du coup, l'initiative qu'on a eue avec tous les acteurs, c'est une initiative qui a été portée par le cluster maritime qui s'est appelé T2EM, Transition éco-énergétique du maritime, qui a visé à se réunir tous ensemble pour se dire quelle est l'ampleur du problème, de quoi on parle. C'est quoi ce qui nous arrive, la réglementation? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que ça va être facile, pas facile? Comment on peut travailler ensemble sur la chaîne de valeur, sur l'ensemble des TRL? Est-ce qu'on a besoin de la recherche ou pas? Parce que tout existe, on n'a pas besoin des chercheurs. Enfin, voilà, on s'est posé toutes ces questions pendant presque 2 ans. Un gros livrable a été fait avec une plateforme d'information qui va être en ligne dans les semaines qui viennent pour synthétiser toute cette connaissance partagée avec l'écosystème. Et puis maintenant, on rentre dans la phase d'action avec la création d'un institut pour la transition énergétique du maritime qui va regrouper en fait l'ensemble de ces acteurs et être capable d'animer un programme national de transition énergétique. Si on se projette en 2050, on est content, on a décarboné tout le maritime au niveau national et les acteurs français ont fait leur part en développement des technos, des services qui sont reconnus au niveau international. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste énormément de choses à faire. Victorien va présenter une des voies de décarbonation et de façon très pragmatique, qu'est-ce qu'il reste à faire encore pour y arriver. Et ça, il faut le démultiplier sur tous les segments de flotte. On ne décarbone pas de la même façon un navire de pêche, un ferry, un paquebot, un navire militaire, un porte-conteneur, un vraquier. Donc c'est extrêmement vaste et complexe. Et donc il faut qu'on le fasse ensemble. Voilà. Donc c'est de l'intelligence collective, là, ce projet, du coup, avec l'ensemble des acteurs, les pôles, les centres de recherche, les industriels, les grands groupes. Tout le monde est présent, tout le monde a répondu présent. Et on est dans cette dynamique. Erwan, peut-être il faut rappeler quand même à celles et ceux qui nous écoutent, le maritime transport maritime n'est pas une économie en soi, c'est un moyen au service de l'économie mondiale, c'est bien de le rappeler. Est-ce que c'est ce qui explique ou justifie le fait qu'on est tant attendu et pourquoi on a encore du mal à travailler ensemble? Je veux dire, Corinne a raison de rappeler que c'est essentiel que ça va fonctionner comme ça, avec des acteurs du financement, des femmes et des hommes de les institutions financières qui sont attachés à ces sujets, et puis des porteurs de l'innovation. C'est comme ça que ça va marcher avec des écosystèmes. Mais pourquoi ça a mis, ou ça met encore tant de temps à bouger? Alors que la situation est urgente, on le sait. Le maritime, vous rappeliez les chiffres, avec 90 à 95% des biens, marchandises qui sont transportés, la nourriture, l'énergie, le gaz aujourd'hui dont on va tant manquer, il va venir par bateau. On ne le voit pas. Certains sont marins, peuvent le voir, mais en tant que terrien, on voit les camions, on voit la route, on voit les avions dans le ciel, on ne voit pas les bateaux. Et pourtant, cette économie, en fait, elle est cruciale, elle est indispensable. Un exemple tout bête, pendant la crise du Covid, en gros, il n'y avait plus d'avions. L'économie a continué. Pourquoi? Parce que les bateaux continuaient à tourner autour du monde en continu. Il y a eu un faible ralentissement, un peu de congestion portuaire, mais pas grand-chose. Quand un bateau s'est coincé dans le canal de Suez, l'Evergreen, c'est toute l'économie mondiale qui a toussé. On s'est dit, mince, la logistique, mes pièces, ma nourriture, tout ça, ça a posé des problèmes. Donc on ne le voit pas, mais aujourd'hui, le maritime, c'est la colonne vertébrale de l'économie. Et si demain, on n'est pas capable de décarboner nos navires pour transporter notre nourriture, notre gaz, nos biens qui viennent d'Asie ou qu'on veut exporter vers l'Asie, ou les États-Unis, peu importe, on a un vrai problème. C'est ce problème qu'on doit résoudre. Donc on ne veut pas décarboner, je vais être un petit peu méchant, comme l'aérien pour continuer à partir en week-end et en vacances. On veut décarboner le maritime parce que le maritime, c'est le pilier de l'économie nationale et mondiale. Donc les enjeux, ils sont très, très, très importants. Bon, c'est stratégique, on le comprend bien. Frédéric Ravilly, est-ce qu'un avenir, parce que c'est commencé à être évoqué, on va rentrer dans le cœur du réacteur si je puis dire, est-ce qu'un avenir sans combustible fossile pour le transport maritime est un objectif réaliste ou utopique? Est-ce que c'est un vœu pieux? De quoi on parle ce matin-là? D'objectifs concrets? Au-delà de 2030 et 2050, est-ce qu'on est en bonne voie là? La question est pas simple. Un avenir sans énergie fossile, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. Ce sera ça. On voit qu'on a passé les pics d'extraction d'un certain nombre de carburants. Aujourd'hui, sur la planète, 80% de l'énergie, c'est charbon, carbone, gaz. Se dire qu'on va remplacer part pour part l'ensemble de tout ça dans un délai suffisamment court pour que le climat n'évolue pas, clairement, la réponse, elle est non. Là, on la connaît, c'est pas la peine de se battre pour ça.
Donc ce qui veut dire qu'il faut se poser des questions sur effectivement la manière collectivement d'aller le plus vite possible. C'est pas parce qu'on a perdu les premières batailles avec le climat qui commence à se dérégler et ça va s'accroître qu'il faut dire qu'on a perdu la guerre. Il faut qu'on trouve les solutions collectivement et le secteur maritime, alors ça, on parle là en termes d'innovation, est un fournisseur, à mon avis, de solutions intéressantes, puisque le secteur maritime, effectivement, il y a le problème du transport qu'on doit résoudre, mais fait partie de la solution aussi avec la capacité à produire de l'énergie en mer, notamment évidemment avec les EMR, et on est bien placé ici en Bretagne pour savoir que c'est un atout et un vecteur aussi de développement économique. Donc il y a des solutions. Maintenant, il faut aussi avoir en tête que nos modes de vie vont évoluer, ça c'est sûr. On n'aura plus accès à une énergie massive, pas chère, ça va changer aussi. Donc il faut qu'on soit prêt à des sacrifices. Il y a des choses qui vont changer dans nos modes de vie au quotidien. L'innovation, ça doit être aussi un vecteur d'innovation finalement. Hein. Quand on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide, nous on essaie de le regarder à moitié plein. Et ça offre des opportunités pour des entreprises pour se développer, trouver des solutions sur la production, sur l'usage des carburants et des systèmes décarbonés au sens large. Quand je dis l'usage, c'est peut-être sur des géographies plus restreintes, avec des approvisionnements plus locaux. Voilà, il faut changer un peu notre mindset et l'innovation doit être un moyen de trouver des solutions justement et locales et grâce à l'intelligence collective. Et vous allez illustrer évidemment concrètement cette innovation à travers quelques exemples que vous souhaitez porter dans quelques instants. Victorien Russard, peut-être pour ce premier tour de table, est-ce que vous n'êtes pas, certains matins, marqués par une forme de lassitude? Vous étiez parmi les premiers, je dirais, lanceurs d'alerte. Vous avez fait le tour des océans. Vous avez vu comment les choses étaient en train d'évoluer dans le mauvais sens. Vous les avez vus, ces porte-containers. Vous avez vu nos océans se réchauffer. Vous avez vu les continents de plastique. Comment ça se fait qu'il y a une forme d'insouciance, voire d'ignorance? Est-ce qu'il n'y a pas des matins où vous vous êtes un peu lassé et vous dites finalement que ce combat est perdu d'avance? Dans quel état d'esprit vous êtes? Alors, certes, il y a un petit peu d'inquiétude. Alors, parfois, avec ce tour du monde, j'en revenais en rencontrant beaucoup d'industriels, beaucoup d'élus. J'en revenais avec de la joie, j'étais confiant. Et puis, il y a d'autres moments où je m'inquiétais beaucoup. Donc, l'humeur changeait. Donc, c'est vrai qu'on est parti avec... on a misé sur l'innovation, mais on a nos limites avec Energy Observer. Certes, ce bateau a beaucoup servi, au niveau pédagogique notamment. C'est devenu un ambassadeur international, notamment du mix énergétique et de l'hydrogène. Mais il a ses limites. Energy Observer, c'est un bateau qui fonctionne avec de l'autoconsommation, des batteries, avec un mix énergétique solaire, éolien, hydrolien, etc. Et puis de l'hydrogène produit à partir d'électrolyse de l'eau de mer, etc. Bon, ça permettait de voir un espèce de cercle vertueux qu'on a envie de voir se développer à très grande échelle pour améliorer notre indépendance énergétique, notamment comme en Bretagne, on pourrait faire de l'hydrogène à partir de l'éolien flottant, par exemple. Mais j'ai pas, à un moment, en tant qu'officier de marine marchande, je trouvais qu'il y avait un certain décalage avec les véritables objectifs de l'Organisation maritime internationale qui demande de réduire de 50% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, avec des solutions accessibles, réduction de vitesse, meilleur trafic, digitalisation, efficacité énergétique, etc. Mais ça ne suffit pas. 50%, c'est réalisable, avec notamment l'ajout de propulsion vélique, comme les réalisations de Zéphyr et Boré. C'est réalisable. Par contre, j'entends beaucoup d'industriels parler de neutralité carbone. Et là, c'est plus compliqué. Et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, et Rohan l'a dit tout de suite, c'est que chaque navire a son utilisation, ses avantages, et ses inconvénients, etc. Un petit navire de plaisance comme Energy Observer, on n'a pas énormément de pression sur des ETA à respecter. Donc on peut se permettre d'aller doucement. On a un programme, cette Odyssée autour du monde, il faut qu'on respecte des dates, etc. Mais on n'a pas une pression, par exemple, comme la CMA-CGM, on doit arriver à telle heure dans tel port, etc. Donc et puis aussi on est un petit bateau qui fait 35 tonnes, on n'est pas un bateau qui fait des dizaines de milliers de tonnes de déplacement. Donc ce n'est pas du tout les mêmes contraintes. Et j'ai voulu arrêter d'envoyer un peu de la poudre à perlimpinpin à tout le monde avec ce navire. Ce navire symbolise la navigation de plaisance.
symbolise les petits bateaux à passagers, les petits navires de pêche, mais navires de charge, c'est autre chose. Et donc on s'est intéressé aux combustibles marins, notamment avec notre fondation. On a réuni ingénieurs, scientifiques, etc. On a comparé la densité énergétique volumique de tous les carburants à disposition. Et en première place, le champion, c'est le diesel. Sa densité énergétique volumique, elle est excellente. En termes de quantité d'énergie, quand vous comparez le volume que ça prend par rapport à tous les autres combustibles, c'est number one. Et c'est pour ça qu'on l'a utilisé. Et on l'a utilisé sur tous les types de navires, même sur les bateaux de course de la route du Rhum. Et on a déréglé le climat en presque un siècle et demi, etc. Donc il faut qu'on revoie complètement notre mix énergétique qui va être extrêmement complexe. Parce que ce que peut faire des petits navires en termes de décarbonation, on ne peut pas forcément le faire avec un navire qui fait des navigations intercontinentales, dont on a besoin pour assurer l'import-export, les marchandises transportées, matières premières, etc. Donc voilà, donc nous avec Energy Observer, on a travaillé avec l'hydrogène gazeux, d'accord ? Et ce qu'il faut comprendre avec l'hydrogène, c'est qu'il ne sert pas qu'à la mobilité, hein. Ça sert à plein de choses, à la cimenterie, sidérurgie, acier, ammoniac, donc l'agro, etc. Et c'est aussi l'hydrogène, la base de tous les carburants synthétiques dont vous entendez parler, tous les carburants bas carbone, neutres en carbone, etc. Si vous n'avez pas d'hydrogène vert, le bilan n'est pas bon. Vous pouvez faire et donc l'hydrogène sert actuellement, notamment avec l'hydrogène gris, à raffiner le pétrole, kérosène, etc. Donc on a besoin d'hydrogène partout. Donc souvent, on me dit, mais ton hydrogène, il va être cher. Ben oui, il va être cher. Il va être certes plus cher que les combustibles fossiles, mais tout ce qui est e-méthanol, ammoniac vert, etc., ça va être aussi cher parce que la composante dont on a besoin, c'est l'hydrogène vert. Donc, il faut inévitablement comprendre que le modèle économique va changer, qu'il va falloir s'adapter. Parfois, je fais des conférences pour le transport camion et on me dit oui, mais nous on est en concurrence, on ne peut pas réduire la vitesse parce qu'on est en concurrence avec le transport maritime, et inversement le transport maritime me dit on ne peut pas ralentir à cause des camions. Donc je pense que les deux, il faut qu'on ralentisse, et l'énergie cinétique étant proportionnelle à la vitesse au cube, c'est important de le comprendre, c'est qu'il suffit de réduire parfois de 2 nœuds pour déjà avoir un résultat très, très important sur les économies d'énergie. Et donc en dessous le diesel, vous avez le GNL, gaz naturel liquéfié. Vous avez le méthanol, vous avez l'ammoniac, vous avez l'hydrogène liquide, vous avez l'hydrogène gazeux 700 bars, 350 bars, et en dessous vous avez les batteries. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois on voyait des annonces, on voyait des gros navires de charge avec des batteries, c'est complètement utopique. Une batterie, si vous prenez la densité massique des batteries qu'on voit dans les voitures Tesla, qui sont en plus instables, parce qu'il faut le plus d'énergie dans le moins de volume possible, ça prend 64 fois plus de place que le diesel. L'hydrogène, ça prend 12 fois plus de place quand c'est gazeux. L'hydrogène liquide, ça prend entre 12 et 7 fois, ça dépend si c'est à 700 bars. L'hydrogène liquide, c'est 4 fois. Je pense qu'avec l'hydrogène liquide, même si c'est complexe pour l'instant, je peux vous garantir que les technologies, elles sont quand même matures. Pour l'instant, elles sont chères. Ça va multiplier par 2 potentiellement le CAPEX, mais par contre, on aura une navigation complètement zéro émission directe. Après, il y a l'indirect sur la production d'énergie, même le nucléaire, il y a un peu d'émissions de carbone, etc. Victorien, vous pêchez un peu par excès de modestie quand vous parlez de poudre de perlimpinpin. 2017, mise à l'eau d'Energy Observer, vous avez déjà tout préfiguré, c'est-à-dire que vos technologies embarquées combinant 2 multiples sources, vous l'avez évoqué, solaire, éolien, hydrolien et forme de stockage avec la batterie et surtout évidemment l'hydrogène, ça préfigure quasiment les réseaux smart grid, les réseaux intelligents qu'on peut développer évidemment sur Terre. Mais on pourra en parler. Vous avez évoqué notamment la question de la vitesse. Erwan Jacquin, est-ce qu'on pourrait pousser les armateurs à une réduction de la consommation énergétique en réduisant d'abord la vitesse et par un meilleur routage? Est-ce que ça suffira avant de parler de solutions évidemment techniques et d'innovation pure? Alors, ça a déjà été fait dans l'histoire récente. C'est pas efficace? Ça ne fonctionne pas? Si, ça marche. Le seul problème, c'est que quand on clique sur Amazon et qu'on veut son truc dans 3 jours, il faut que ça aille vite. Et quand on n'est pas capable d'attendre un mois parce que la pièce doit être en stock dans un entrepôt à proximité, il faut que ça aille vite. Donc, moi j'ai tendance à dire aujourd'hui, c'est peut-être aussi un peu, on critique beaucoup Total, CMA-CGM, le transport maritime, c'est nous, hein.
C'est facile de critiquer l'intermédiaire, l'usager final, le client. C'est notre comportement aujourd'hui qui fait ça. Donc les bateaux porte-conteneurs sont passés de 24 nœuds à peu près aujourd'hui 16-18 nœuds en moyenne pour les gros, 11-13 nœuds pour les petits. Ça a permis de gagner 20% de consommation. On peut gagner jusqu'à 100%. 100%, c'est zéro. On va à 0 nœud, on gagne 100%. Donc c'est possible. Mais économiquement, c'est pas possible. Et si la pression reste la même, quand on divise par 2 la vitesse des bateaux, on multiplie par 2 le nombre de bateaux, si on veut conserver le même volume transporté. Quand on parle de nourriture, oui. Quand on parle d'énergie, oui. Quand on parle de matières premières, oui. Quand on parle de gadgets, non. Mais on a un vrai problème. Et le vrai problème derrière, pour de vrai, l'hydrogène, c'est un vecteur d'énergie, comme expliquait Victorien. Pour produire cet hydrogène, il faut de l'électricité verte. Aujourd'hui, l'énergie mondiale du transport maritime, c'est 3000 TWh. Avec les rendements énergétiques actuels, vous avez besoin entre 600 et 800 centrales nucléaires. Rapporté aujourd'hui à la flotte française, c'est 4-5 centrales nucléaires. Bon, on en a 56, dont 32 qui ne marchent pas. Donc, Ah a priori, tout va bien. Oui, on a raison d'être un peu inquiet quand même. On n'en a pas 50. Et aujourd'hui, les 6 qui ont été commandés, c'est pour des surplus de consommation qui ne seront pas forcément dédiés aux maritimes. Non, on a un vrai problème. Le problème, il est là. Il est sur la production d'énergie décarbonée en amont. Et le coût associé à cette transition va être extrêmement important. Donc ça veut dire qu'on est dans un système où il y aura de la pénurie. Quand on est sur du marché, comme on le voit aujourd'hui, des prix qui flambent, on a un sérieux problème. Victorien, rapidement, et puis Frédéric, juste après. Ouais, alors par rapport à ce que tu dis, Erwan, moi j'en ai pris conscience en arrivant à Singapour avec Energy Observer. Singapour, c'est 700 fois plus petit que la France. Et donc, on part faire des tournages et on me demandait d'aller faire un tournage des bâtiments verts, d'un parc solaire flottant, etc. Puis je me suis intéressé au mix énergétique de Singapour, qui est la plus grande station essence au monde pour les navires. Il y a 1000 navires de commerce qui attendent pour faire le plein. Il y a 1,89 million d'équivalents pétrole, je crois, qui arrivent chaque année, de tonnes d'équivalent pétrole qui arrivent à Singapour. Ça représente 2200 TWh d'énergie, c'est l'équivalent de la production d'énergie primaire de la France, je crois. Et en fait, le modèle économique de Singapour s'effondre s'il n'y a plus de pétrole. Donc, très clairement, même s'ils sont champions sur tous les marchés financiers, etc. Donc, en fait, il n'y a pas de renouvelable possible là-bas. Il n'y a pas de place pour avoir de gros parcs nucléaires non plus. Donc, ils vont continuer de toute façon à travailler avec les énergies fossiles. Ils vont se transformer, mais ça va prendre du temps. Et donc, il y a dans le mix énergétique à l'horizon 2100, il y a le nucléaire plus efficace. Il y a la fission nucléaire, la fusion nucléaire, dont on a beaucoup d'espoir envers cette nouvelle technologie quand même. Oui, on en parle depuis 50 ans et c'est pour 50 moi, ans. Ça s'appelle encore de l'espoir, ça. Moi, j'y crois. C'est bien, il faut de l'espoir. J'y crois et je vais aller l'explorer pour aller vérifier. Et donc, et en fait, on a le potentiel des énergies renouvelables, mais ça ne va pas suffire, comme Erwan le dit. Les quantités sont gigantissimes, elles sont énormes. Il va falloir aussi investir dans notamment ces pays, ils vont investir dans la carbone capture, l'utilisation. Et le stockage aussi de ce carbone. Donc voilà, il ne faut pas opposer aujourd'hui les technologies, l'énergie. Il faut vraiment, de l'efficacité énergétique, de la sobriété, mais un mix énergétique complet global. Et le fossile va encore exister pendant de nombreuses décennies, mais on peut faire du fossile beaucoup plus propre. Alors vous parliez justement tout à l'heure de stockage, pas stockage de carbone, mais stockage de cette énergie embarquée. Frédéric Ravilly, je voudrais qu'on ait un mot aussi là-dessus. Comment est-ce qu'on peut revoir la conception des navires, et vous pourrez réagir bien sûr les autres, et leur capacité de transport d'énergie à négocier évidemment continuellement avec le transport de marchandises. Comment est-ce qu'on trouve la bonne équation, le bon équilibre ? Beaucoup de gens la cherchent. Alors comment est-ce qu'on la trouve Parce que pour le moment, c'est le fuel qui évidemment prend moins de place. Mais oui, mais je pense qu'on se rend assez peu compte de ce qu'a permis quand même, ce qu'ont permis les carburants fossiles. Je veux dire, on en parle et quand on en parle, on pense tout de suite évidemment à la mobilité parce qu'on le met dans la voiture, parce qu'on le met dans le bateau.
Mais je veux dire, dans ce verre, il y a du pétrole parce qu'il faut de l'énergie pour faire fondre le verre. Dans l'eau, il y a du pétrole parce qu'il faut de l'énergie pour le turbiner et pomper, pour l'envoyer sur le réseau ou embouteiller les bouteilles en plastique, pour fabriquer le plastique. Dans le papier, y compris recyclé, il faut des machines pour le fabriquer. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, si notre espèce a été si prolifique ces dernières décennies et ces derniers siècles, si on a augmenté comme ça la population, c'est parce qu'on a cette énergie disponible facilement et pas chère. Donc il faut bien comprendre que voilà, ça va changer. Et là, on est devant un mur, et comme on le dit là, on ne sait pas remplacer ce besoin énergétique par du renouvelable dans un délai raisonnable et acceptable pour le climat. Bon voilà, donc ça c'était pour la petite note positive. Alors après, sur les aspects effectivement mix énergétique, la difficulté, encore une fois, si on se compare à ce qu'on connaît aujourd'hui, on a un carburant qui va dans tout. C'est-à-dire que pour du diesel, on peut l'avoir dans un bateau de plaisance, et on peut l'avoir, alors c'est pas tout à fait le même, mais pour un bateau qui va transporter plus de 20 000 boîtes, ou un paquebot qui va transporter 8 000 personnes. Ça, ce sera plus le cas. Donc ce qui veut dire que, en termes d'innovation, la réflexion, elle doit être sur quel usage, pourquoi j'ai besoin de l'énergie, comment je fais d'abord pour réduire ce besoin d'énergie. Donc ça va changer, alors comme disaient Erwan et Victorien tout à l'heure, ça va changer en fonction du type de navire. Est-ce que c'est de la pêche? Est-ce que c'est du long cours, du hauturier, du côtier, etc. Est-ce que le loisir fait encore sens? Oui, il faut, mais voilà, comment on fait? Et une fois que... Donc il y a ça, il y a l'accès à l'énergie. Typiquement, l'hydrolien, on peut pas le mettre partout, l'éolien non plus, on a des limites physiques et des limites évidemment économiques, même si bon là c'est plus un problème de disponibilité que d'économie à ce stade, mais bon, évidemment c'est un sujet, on est quand même dans le forum économique, donc c'est aussi le cœur du débat. Donc le lieu où on a besoin de cette énergie devient important. Aujourd'hui, on va le chercher un peu partout dans le monde et on l'amène là où on en a besoin. Ça non plus, ça aussi, ça risque de changer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour dans l'équation ou dans les données d'entrée qui vont nous permettre de décider quel est le meilleur choix? Il y a le besoin, l'usage, où je le produis, comment je le produis, à quel coût, et est-ce que ça, c'est compatible avec ce que je veux en faire? Voilà. Donc ça, c'est les données d'entrée. Après, l'équation qui permet d'avoir la donnée de sortie, malheureusement, moi je ne l'ai pas. Si quelqu'un l'a dans la salle, on est preneur. Mais voilà. Et aujourd'hui, c'est là-dessus qu'il faut évidemment travailler, et avec encore une fois, des gens qui ont des perspectives très différentes. Et c'est là où l'intelligence collective est importante. C'est-à-dire qu'on va pas avoir du tout les mêmes réflexions avec Rodolphe Saadé, patron de la CMA, ou avec un patron pêcheur qui est là à Saint-Malo et qui a 2 bateaux. Voilà. Évidemment, ils n'ont pas le même mindset. On a bien compris que la décarbonation, en tout cas selon vos mots, va passer par la production d'énergie évidemment décarbonée. Ça, on l'évoque largement, le stockage et les usages aussi que vous avez mentionnés. Comment faire pression sur les armateurs? Qu'est-ce qui est en train de se jouer là dans les bureaux d'études, notamment pour la conception de ces navires, je disais, pour concilier l'espace de stockage de l'énergie embarqué et l'espace consacré aux marchandises? Il y a un enjeu évidemment commercial avant tout. Comment est-ce qu'on peut faire pression sur ces concepteurs de bateaux? Erwan Jacquin. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas faire pression. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a un discours qui peut être plus ou moins optimiste, plus ou moins réaliste. On a un vrai problème. Je pense que la première chose, c'est faire prendre conscience qu'on a un problème. Et derrière, c'est s'attaquer aux solutions. On a des capacités, on a une intelligence aujourd'hui, des technologies, des sociologues, une capacité de réfléchir à ce qu'on veut pour demain, voilà, qui est fabuleuse. Donc c'est aujourd'hui le projet qu'on porte, nous, dans le cadre de MIT 2050. On a identifié les solutions globales, la collaboration, le travail sur la réglementation, régler le problème de l'offre et la demande. Victorien disait tout à l'heure, j'ai un bateau aujourd'hui à hydrogène, il est 2 fois plus cher qu'un bateau normal. Qui est prêt aujourd'hui à l'acheter? Comment on fait? Le carburant, on en a parlé, il est plus cher que le diesel. Comment on fait pour le mettre alors qu'il est plus cher aujourd'hui pour commencer à décarboner? On a la formation aujourd'hui, il faut qu'on attire les talents. Et le point crucial de cette histoire, c'est le financement. Et aujourd'hui, nous, dans le cadre de MIT, on travaille sur le continuum de financement. On doit être capable de financer de la recherche au produit de façon continue l'ensemble des projets sur l'ensemble des leviers qui vont agir sur les différents segments de flotte dont on a parlé. On connaît les segments de flotte. Les technologies, elles sont soit dans les tiroirs de laboratoire, soit dans des centres de recherche d'entreprise, soit il va falloir les créer parce qu'elles n'existent pas.
Et donc on travaille là-dessus. Et on travaille notamment avec, c'est aussi une de mes casquettes, donc avec Go Capital sur la création d'un fonds Impact Océan Capital qui vise à apporter une des solutions dans les multiples qu'il faut mettre en place, qui est le financement notamment de l'amorçage ou de l'innovation early stage. Ces innovations, les bureaux d'études, les armateurs vont les prendre si elles existent. Et pour qu'elles existent, il faut les faire, il faut les créer, il faut les financer. Voilà, donc ce fonds, il vise aujourd'hui à lever 25 millions, mais à terme 50 millions, poussé fortement par la Banque Populaire Grand Ouest, qui est la banque un peu initiatrice de cette démarche, et la société de gestion Go Capital. Et aujourd'hui, on est dans la phase de levée notamment industrielle, donc l'ensemble des acteurs industriels peuvent contribuer au financement de ce fonds pour agir de façon concrète sur le développement des solutions. Voilà, on peut parler beaucoup, maintenant il faut qu'on agisse, pour agir il faut financer. Bon, vous agissez, on l'a bien compris, Corinne Fournier, sur ces sujets-là. Peut-être revenir quand même sur la définition de ces 7 filiales majeures qui vous permettent évidemment d'appréhender ce sujet de croissance bleue et de décarbonation, bien entendu. Oui. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup insisté sur le partenariat. Et moi, j'aime bien dire que voilà, nous, ce qu'on veut passer, c'est de financeurs à partenaires. Et pour passer de financeurs à partenaires sur nos 7 filières, alors je vais les rappeler, c'est la pêche, la construction navale, la science-innovation, le transport, l'activité portuaire, les EMR, le nautisme plaisance. C'est que pour être partenaire, on a besoin de s'appuyer sur les compétences du cluster, de MIT, du Victorien avec Energy Observer, des Polmer. Et c'est pour ça aussi qu'on porte aussi, avec notre signature La Banque Bleue, les trophées Innovation Océan, qui sont au niveau national, qui permettent à tout projet de postuler, qui est tout projet pour la préservation des océans, et donc le transport en fait partie. Et donc de pouvoir avoir un prix. Alors il n'y a pas d'argent à gagner, hein, je vous le dis tout de suite. Mais c'est simplement que le jury est composé de gens comme l'Ifremer, comme les pôles, comme les clusters, comme Respect Océan, Oceanas Command. Je crois que j'en oublie un, il m'excusera. Et ça permet nous aussi d'avoir ces validations et de se dire que quand on a un projet qui nous arrive, nous, en tant que banque, en nous disant, bah voilà, j'ai déjà remporté, j'ai été validé par un comité d'experts, ce que disait Erwan tout à l'heure, et c'est la mission notamment de MIT 2050, nous, ça nous permet aussi de nous dire, on va pouvoir l'accompagner, on va pouvoir trouver des dispositifs pour l'accompagner, parce qu'il y a une validation économique. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, enfin, je veux dire, derrière, il y a une réalité économique. Aujourd'hui, pourquoi on s'intéresse aussi au Vélic ? Parce que quand le transport maritime était à 2 000 €, personne ne s'y intéressait. Aujourd'hui, qu'on est passé en pointe à 8 000, on est un petit peu redescendu, et que le Vélic peut sortir entre 5 et 6 000, forcément, il trouve un marché. Donc il y a tout ça aussi derrière. Corinne, ça veut dire qu'on comprend bien l'accompagnement, c'est des financements courts et moyen terme pour accompagner le développement de ces projets-là. Oui, c'est là que vous agissez ? C'est des financements court terme, c'est du découvert, c'est des avances sur du CIR, sur d'autres sujets. Et puis c'est aussi sur du moyen terme, c'est des prêts innovation dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis plus spécifiquement, on fait aussi du crédit bail fiscal pour financer des bateaux. Donc voilà, oui. Victorien qui veut réagir, rebondir. Oui, un petit clin d'œil par rapport à cela. Hein, par rapport à BPGO, parce que quand je suis venu les voir en 2013, je crois, 2014, j'étais tout seul. Maintenant, on est 100 personnes. Ils nous ont fait confiance dès le début. Ils nous ont aidés à être meilleurs, à être beaucoup plus rigoureux sur la partie financière, progresser. Et maintenant, on est 100 personnes. On est devenu, parce qu'on a beaucoup parlé d'Energy Observer, mais j'ai peu parlé de ODEV. On a fait une levée de fonds de 35 millions €. On a plusieurs sites de production industrielle. On est devenu leader mondial des générateurs électro-hydrogène, donc alternative aux générateurs diesel pour le BTP, événementiel, data center. En fait, dès lors que vous n'avez pas de réseau électrique, on a besoin de vecteurs énergétiques. Plutôt qu'avoir du diesel, on a de l'hydrogène. On n'émet pas de gaz à effet de serre, on n'émet que de la vapeur d'eau. Donc voilà, donc accompagnement global, même en leasing, pour obtenir nos produits en location. Donc l'accompagnement bancaire est extrêmement important et c'est un véritable partenariat. C'est sympa évidemment de rappeler la confiance que vous accordez la Banque Populaire à ce moment-là. Bon, au-delà des très jolis yeux bleus et de la tête de bon gendre de Victorien, à quoi vous avez été attentif et à quoi vous êtes attentif quand on vient vous présenter des projets plus sérieusement Déjà, il est raccord. Vous avez senti qu'il y avait quelque chose là derrière ? Déjà, il est raccord
encore avec ma veste d'aujourd'hui. Donc voilà. Hein. Bon, alors au-delà du bleu, Non, mais au-delà du plus bleu, sérieusement, comment est-ce qu'on non, mesure le plus risque et la sérieusement, solidité des projets? on a on s'entoure en effet d'experts qui vont nous aider à valider techniquement. Encore une fois, j'insiste, hein, on maîtrise très bien la partie financière, on n'est pas des ingénieurs, même si on se documente énormément, on a besoin quand même d'avoir des avis. Et au-delà de ça, c'est nos convictions aussi. C'est parce qu'on a envie d'accompagner ce secteur, on a envie de participer, d'ajouter notre pierre à l'édifice. Moi, j'aime bien la théorie, c'est vrai qu'elle a été galvaudée, mais néanmoins, la théorie du colibri, elle existe toujours, de dire on participe à quelque chose de plus grand, on a apporté notre pierre, et voilà, on était convaincus aussi par son projet, et de dire qu'on était totalement dans ce que l'on voulait faire. Complètement raccord, évidemment, en valeur et compte tenu des enjeux. Frédéric Raville, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais qu'on parle avec vous d'illustrations tout à fait concrètes, et notamment du projet d'ICWI et éventuellement de Wizamo, si on a le temps. D'accord, non mais justement, je vais en profiter, je vais rebondir sur ce que vient de dire Corinne. Effectivement, nous, on est un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire notre participation, on la voit comme comment on peut amener des solutions, et nous, on n'a pas les solutions. Par contre, on essaie de fédérer les acteurs qui peuvent les trouver. Donc nous, notre métier en tant que pôle de compétitivité, c'est justement d'aller être capable de détecter ces embryons de projets qu'on va ensuite pouvoir, grâce à nos partenaires, essayer de faire financer. Donc on a tout un tas d'actions, de manifestations diverses et variées, évidemment, pour que les gens se rencontrent, se croisent, échangent. On parle d'intelligence collective, ça commence par des forums comme aujourd'hui où les gens discutent et on espère que des idées vont naître grâce à ça. Et effectivement, derrière, ce qui est, alors pour le coup, pour pas être uniquement pessimiste, il y a quand même plein de solutions qui sortent. Et ça, c'est rassurant parce que voilà, on sent bien, et encore, j'ai envie de dire heureusement, que ces sujets-là imprègnent évidemment toute la société et sont aussi des moteurs pour trouver des solutions. Et finalement, un peu comme la Banque Populaire, nous, on travaille sur l'ensemble de l'économie maritime, autour de 6 domaines qui sont peu ou prou les mêmes que ceux que vient de mentionner Corinne. Voilà, des grandes filières. Et ce qu'on voit, c'est que sur chacun de ces sujets, que ce soit les ports, la pêche, le transport, évidemment, les EMR, des solutions sortent. Voilà. Et des solutions qui intègrent cette compréhension globale des systèmes et de se dire, c'est pas parce que moi je trouve une solution et débrouillez-vous avec ça, la société. Non, les gens réfléchissent en se disant, mais à qui je vais l'adresser ? Comment ça va s'intégrer dans un besoin énergétique global et du coup, les gens sont, vu de ma fenêtre en tous les cas, beaucoup plus attentifs à leur écosystème pour pouvoir et faire en sorte que ça fonctionne bien et que les solutions à trouver soient de réelles solutions. Illustration. Illustration, voilà, donc j'y viens. Tout à fait concret. Je voulais vous parler d'un projet qui s'appelle DICWI, dont certains vous avez peut-être entendu parler. Hein. C'est un démonstrateur aujourd'hui physiquement qui est présent à Sainte-Anne-du-Port-Zig, du côté de Brest, qui est porté par une entreprise qui est une entreprise bretonne qui s'appelle le groupe Legendre, en partenariat avec d'autres entreprises. Et ça consiste à installer des systèmes oscillobattants dans des digues de port ou dans des protections, dans des systèmes de défense à la mer de manière générale. Et donc on récupère finalement l'énergie du clapot, l'énergie des vagues pour pouvoir générer une énergie décarbonée. Donc ce qui est intéressant dans cette dynamique, c'est que finalement il y a un double effet. On sait qu'avec le dérèglement climatique, on va avoir des enjeux de protection de territoire et donc des nouveaux ouvrages à constituer pour pouvoir absorber ou s'adapter au dérèglement climatique et à la montée des eaux. Et ça doit être aussi vu comme une opportunité de produire de l'énergie. Je veux dire, la vague qui arrive et la montée des eaux, c'est de l'énergie, tout ça. Et comment on arrive à la capter pour produire une énergie décarbonée. Donc DICWI, ce système oscillobattant à intégrer dans une digue, est un exemple assez intéressant de réalisation physique concrète, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, ça existe, que vous pouvez voir en Bretagne. Wizamo 100, rapidement. Alors, Wizamo, autre exemple, on a beaucoup parlé du Vélic. Alors, il y a plein d'exemples. On a parlé de Zéphyr et Boré. J'ai aperçu R6 là, qui était dans la salle. Bon, voilà, on a plein d'exemples autour de la propulsion par le vent. Ce qui est intéressant dans la propulsion par le vent, c'est qu'on ne transforme pas l'énergie. Hein. On passe directement du vent pour faire avancer le bateau. Alors, évidemment, c'est des choses qui existent depuis quelques milliers d'années. On a l'impression de réinventer la roue. Mais oui, en fait, on réinvente la roue en ce sens que, évidemment, les technologies n'ont plus rien à voir. Et l'exemple de Wizamo est un bon exemple. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller sur le bateau de Michel Desjoyaux qui a installé un démonstrateur sur son bateau de plaisance à ce stade. Faut comprendre que ce système est un moteur à vent. C'est-à-dire qu'en gros, il a sur son écran, face à sa roue, il a un écran tactile. Il règle de 0 à 100 la puissance du moteur, c'est-à-dire en gros l'inclinaison de la voile,
voile par rapport au vent qui est disponible, et un cap, et éventuellement un degré de gîte. Et après, il ne touche plus à rien. Voilà. Et la voile se met en œuvre toute seule. Ça peut prendre des riz mat télescopique, voile gonflable. Il peut monter, descendre et prendre des riz ou pas. Il peut l'orienter en fonction de la puissance recherchée, et complètement automatisé. Donc ça, c'est aussi un démonstrateur qui existe. Et l'objectif, c'est que ce soit installé sur des navires de transport. On parle de navires déjà existants, pas forcément sur du neuf. Et là aussi, on parle quand même de 99% de la flotte, quand on parle des navires existants, évidemment, et pas des bateaux neufs. Et ça s'appelle Voilà. le Wizamo 100. Victorien Russard, je voudrais qu'on termine, parce que le temps, évidemment, presse. Énergie Observer 2, où est-ce qu'on en est? Un état de l'art de l'actualité. Vous continuez de rechercher les meilleurs industriels en France pour construire ce bateau de 2024-2025, les premiers essais 2026 mis à l'eau. Où est-ce qu'on en est? Alors, le consortium, il est créé. On travaille avec l'ACM, ACGM et Air Liquide et le bureau d'architecture navale LMG Marin et EODEV et Toyota. Et ça va faire... en fait, on a annoncé le projet au mois de février lors du One Ocean Summit. Le bateau a changé. On avait monté... je voulais faire du transocéanique. Le bateau ressemblait à la canopée de Zéphyr et Boré. Il y avait une propulsion vélique, etc. Et donc, la CMA-CGM a été là aussi pour analyser tous les paramètres économiques, techniques, etc. Donc là, il y a des choses... je ne peux pas parler de tout, mais en tout cas, on va rester autour de l'Europe. Ça va être une navigation intra-continentale. Pour l'instant, on est encore en phase d'étude. Mais il y a une très très belle synergie autour de ce projet. Ça sera un navire de charge. Il sera plus gros que celui qu'on a présenté au mois de février. Cargo polyvalent, 5000 tonnes, donc plus que 5000 tonnes. C'est plus 12... On explosait, d'accord, très bien. 12-15 000 tonnes. Bon. Et alors surtout, ce qui est extrêmement important, c'est qu'on va aller, avec ce projet, on veut aller sur l'exploration extrême en termes de décarbonation. Donc ça va être un navire qui sera zéro émission directe. Et l'hydrogène liquide qui va être produit pour ce navire, c'est parmi tout le pôle de carburant alternatif, celui qui aura émis le moins d'émissions de gaz à effet de serre au kilowattheure. Donc c'est intéressant, c'est extrêmement important. On veut collaborer avec MIT 2050 car c'est un bateau qui sera digitalisé. On partagera les données pour voir si le modèle technico-économique fonctionne. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que derrière ce projet, il faut réfléchir aux possibilités de soûtage. Et donc le bateau, en fait, ne pourra pas partir à droite, à gauche. Il devra revenir en permanence à son port d'attache tous les 15 jours pour souter le navire et faire le plein d'une 50aine de tonnes d'hydrogène liquide, ce qui correspond en équivalent énergétique à 150 tonnes de diesel. Donc voilà, mais c'est très très bien parti et j'y crois à 200%, on va y arriver. Navigation 2026. Je disais 2026. On vous attend pour la mise à l'eau. Évidemment, on suivra l'actualité au jour le jour quasiment de ce projet. Erwan Jacquin, 12 secondes peut-être pour conclure, pour terminer sur ce qu'on vient de se dire. On n'a pas parlé évidemment des usages et peut-être que la solution in fine, c'est la mixité des énergies en fonction des usages. Un mot peut-être là-dessus pour terminer. Oui, complètement. Et puis des projets. C'est-à-dire que la décarbonation, c'est pas sur LinkedIn ou ailleurs, c'est pas sur des tweets, c'est des projets. Pour de vrai. Donc Victorien porte un projet sur un des gros leviers qu'est l'hydrogène. Il y en a d'autres sur le vélique, sur l'optimisation du routage. Il y en a 150. Il faut qu'on travaille sur les 150 de façon intelligente avec toutes les compétences qu'on a au niveau national. Et on aura une chance d'y arriver. Voilà. Et on a tout pour réussir. Il faut qu'on travaille de façon coordonnée et intelligente. On l'a bien compris pour ces messages porteurs d'espoir. On peut les applaudir évidemment tous les quatre pour ce qu'ils incarnent, pour l'engagement évidemment des acteurs financiers aux côtés de l'innovation. Vous restez avec moi parce qu'on a un dernier message important, c'est d'accueillir le vice-président à la région en charge de la mer et du littoral, Daniel Cueff, pour nous parler d'un appel à manifestation d'intérêt. Bonjour monsieur le vice-président, je vous laisse le micro pour cet appel à projet ou cet appel à manifestation d'intérêt. Nous vous écoutons attentivement pour la suite. Merci beaucoup pour cette table ronde. Donc, vous savez, pour les politiques, la transition écologique, c'est d'avoir le choix entre plusieurs solutions, mais encore faut-il que ces solutions existent véritablement. Donc, tout le challenge pour nous, c'est de pousser là où ça résiste un peu.
Donc nous avons une flotte, nous sommes armateurs, nous avons même un petit pétrolier pour servir les îles. Tout ça doit changer. Nous devons, à la faveur du changement des bateaux qui affrètent les îles, nous sommes preneurs donc de toute technique de décarbonation. Nous avons fait un benchmark au niveau international pour voir ce qui existait. Ça existe, ça doit converger ici en Bretagne. Et en Bretagne, nous avons vu aussi que le milieu socio-économique est prêt à foncer dans cet axe-là. Deuxième chose qui nous intéresse beaucoup, c'est le vélique. Nous cherchons à développer des lignes de fret nouvelles, véliques, et nous avons quelques projets en tête ici. Pour l'instant, nous avons été plutôt bons en Bretagne sur la fabrication des bateaux véliques, sur l'ingénierie des voiles, mais tout ça donne du trafic qui va ailleurs. Par exemple, la ligne Madagascar-Marseille. Ou Le Havre ailleurs. Mais chez nous, ça n'atterrit pas. Il faut que ça change. Donc nous voulons des lignes de fret décarbonées entre Saint-Malo et la Polynésie française, par exemple. Donc c'est un projet qui est déjà en cours et dans les tuyaux. Et l'autre aspect, c'est l'appel à projet, effectivement, concernant quelque chose qui est extrêmement important pour nous, c'est la pêche. Nous savons, à cause du Brexit, que nous allons aller vers une sortie de flotte abondante. Beaucoup de bateaux vont être cassés. Nous négocions avec la Commission européenne pour qu'il y ait un renouvellement de flotte. Et nous voulons que ce renouvellement de flotte se fasse avec de l'hydrogène. Nous sommes convaincus que l'hydrogène est notre avenir. Nous allons pouvoir produire de l'électricité en mer avec la houle, les marées, l'éolien, évidemment. Et nous avons donc l'électron produit localement sera d'abord consommé localement. C'est une autonomie économique importante pour la Bretagne. Nous la transformerons en hydrogène. L'ensemble des 10 opérateurs sélectionnés par l'État pour l'appel à projet éolien offshore sur le Morbihan sont priés de faire des propositions hydrogène tous. Et ils le feront tous puisque nous avons eu un dialogue compétitif où nous avons pu vérifier que l'ensemble des opérateurs sera en mesure aujourd'hui de faire ces propositions. Mais sur la décarbonation de la pêche, nous lançons un appel à projet avec des moyens financiers que vous trouverez sur le site de la région Bretagne et qui permettent de dire si nous, des armements pêche décident de passer à l'hydrogène, il y a les solutions techniques. On en a vu et découvert encore aujourd'hui, mais on y travaille. Nous avons déjà quelques expériences au niveau d'un bateau Ilias qui va faire la liaison entre Vannes et l'île d'Ars, un transport passager. Nous avons la certitude, puisque c'est les ateliers Bretagne Sud ont sorti cet été un bateau hydrogène électrique transformable en hydrogène pour ce qui est de l'ostréiculture, enfin des barges ostréicoles. Mais là, on est dans des bateaux beaucoup plus légers, on est dans des bateaux qui ont des conditions climatiques plus favorables. Par contre, les bateaux de pêche, les arts dormants et les arts traînants, là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, nous travaillerons avec la Commission européenne pour qu'elle autorise des nouveaux bateaux pour avoir une nouvelle jauge qui permette d'avoir non pas une pêche supplémentaire, mais une puissance différente. Et donc, nous sommes en projet là-dessus. Donc, si vous avez des projets, si vous avez des solutions, nous sommes preneurs de ces solutions et nous les financerons. Merci beaucoup. Daniel Coey, vice-président en charge de la mer et du littoral pour la région. Et cet appel à manifestation d'intérêt avec toutes les modalités de participation, bien sûr, sur le site de la région. Pour terminer, très rapidement, une information pour les participants parmi vous intéressés pour poursuivre sur cette thématique avec un focus sur la propulsion des navires qui se tient sur l'espace de la communauté transition énergétique avec des industriels, évidemment, des gens engagés sur ces sujets dans la filière, comme Zéphyr et Boré ou Multiplace. Ça va commencer à 11h10, j'espère qu'ils ont le même retard que nous. Et ça se passe du côté de l'espace de communauté transition énergétique. À très bientôt, belle journée pour la suite, le programme papier évidemment pour la suite des séquences.